Salut les ostpoliticiens, les ostpoliticiennes et un grand bonjour de manière générale à ceux qui se lèvent tôt, se couchent tard, écoutent des replays, bref à ceux qui décident d'accorder une partie de leur précieux temps à cette matinale de qualité. J'ai longuement cherché quel sujet aborder avec vous. Il fallait être politique pour la matinale d'Ostpolitique, mais comme l'a dit si justement Karl Marx, tout est politique. Bon, il a aussi dit non, c'est pas mon tour de descendre les poubelles, mais cette partie-là de son œuvre nous intéresse déjà beaucoup moins. Tout est politique donc, y compris et je dirais même surtout, les sujets que j'aborde régulièrement sur ma chaîne YouTube, Mr. Fox, abonnez-vous, 0 € par mois, à savoir le doublage et le cinéma. Et justement, il y a de cela quelques mois, j'étais sur Twitter en train d'étaler mon fiel sur la carrière de Jean-Pierre Pernaut qui venait de clôturer son dernier JT. Alors que la majeure partie des twittos se navraient du départ en retraite de celui qui avait mis tant d'énergie à mettre en avant les derniers sabotiers de France et les petits villages du Luberon au charme discret, aux habitants sympathiques et bienveillants, quoique votant majoritairement Front National, mais est-ce important ? J'en gardais pour ma part un souvenir autre, celui d'un journaliste très à droite, entretenant régulièrement le bien nommé sentiment d'insécurité, à coups de reportages sur les petits vieux maltraités par des jeunes de banlieue, des trafics de stupéfiants s'opérant juste là, tout près de chez vous. Des nouvelles drogues en vogue, vous ne les connaissez pas, mais vos enfants les adorent. Sans parler de ces petits villages du Luberon qui votent Front National, aux habitants sympathiques et bienveillants, mais est-ce important ? J'étais donc en train de revenir sur ces principaux faits d'armes, comme le fait d'avoir passé sous silence de nombreuses mises en examen d'hommes politiques importants, lorsqu'un jeune blanc-bec, dont la Twitter story assez éloquente rappelle que la place des femmes c'est dans notre cœur et que le cœur d'une maison c'est la cuisine, un trait d'humour qui n'est pas sans rappeler les plus grandes œuvres d'Olivier de Kersauzon, m'alpague avec une impolitesse totalement décomplexée. Il trouvait cocasse que je m'emploie à dénigrer quelqu'un qui a tant fait pour la culture et la tradition française, alors que moi-même je défends le doublage. J'ai mis un moment à comprendre le rapport, en vain, il a fallu que j'attende ces éclaircissements, à savoir que les deux sujets avaient selon lui pour dénominateur commun la France. Bon, vous imaginez bien les guillemets, le F majuscule à France et le cerveau minuscule qui va avec ce genre de raisonnement. Après lui avoir rappelé que me reprocher de dénigrer Pernaut alors que je défends le doublage, pourtant les deux sont la France, comme c'est cocasse, était aussi pertinent que de me reprocher de dénigrer les Hummers ultra polluants alors que je défends le vélo, pourtant les deux ont des roues, comme c'est cocasse, je me suis posé la question. Enfin, les questions. Est-ce que le doublage est perçu comme étant de droite, mais surtout, est-ce que le doublage est de droite ? Et quelque chose me dit que répondre à la seconde question vous aiderait, vous, auditeurs de Ostpolitique, à répondre à la première. Au premier abord, si on suit le raisonnement brillant de Jean-Michel Cuisine, pas de droite mais lucide, on pourrait être tenté de dire que oui, le doublage c'est de droite. C'est refuser de s'ouvrir aux autres cultures, aux autres langues, s'enfermer dans une francophonie gauloise, réfractaire au changement. L'ancien VF taquin rappellera que le doublage est né lors d'une période communément appelée les heures les plus sombres de notre histoire, et dans l'imaginaire collectif des pro-VO, le spectateur de VF, c'est celui qui regarde la télé une bière à la main, ses couilles dans l'autre, qui veut se divertir et pas lire, disons-le analphabète. Rajoutez-lui un âge grisonnant, un franc-parler qui dérange, et vous obtiendrez un portrait saisissant de Pascal Praud, mais surtout l'image d'Épinal du provincial qui vote FN bêtement. Bravo, vous venez de faire du joli mépris de classe. Je ne vous félicite pas. C'est pas bien. Pas bien, pas bien. Alors revenons sur certains éléments avancés dans cet argumentaire. Pour commencer, regarder des œuvres en VF nous empêcherait de nous intéresser à d'autres cultures et à d'autres langues. Eh bien, c'est en réalité tout le contraire. Lorsque l'on fait face à un film asiatique, disons japonais, on se retrouve confronté à tout un tas de codes que nous n'avons pas. Nous n'avons pas les codes du jeu d'acteur japonais, par exemple. Héritage du théâtre kabuki, il apparaîtra rapidement excessif aux spectateurs néophytes. Et en cela, un doublage français réussi peut servir de passerelle à l'appréhension de ces codes. Les comédiens de doublage joueront les funambules pour ne pas tomber dans un jeu excessif ou neurasthénique. La tâche est dure, certes, mais au final, le spectateur aura ainsi appréhendé une partie du jeu japonais et il lui sera plus facile d'appréhender dans un second temps, et s'il le désire, les performances vocales associées à la comédie japonaise. Par ailleurs, doubler, c'est aussi adapter.
Et si un film japonais fait allusion à des pratiques japonaises, des références culturelles japonaises, qu'un sous-titrage ne pourra que restituer tel quel ou au mieux gommer, à cause du nombre de caractères limités qu'il impose, un doublage aura plus de latitude et pourra, s'il réussit, lui trouver un substitut francophone, permettant ainsi au public français de prendre pleinement conscience de ce qui se passe, et d'en sourire, d'en rire, d'en pleurer, d'en être ému, surpris, bref. Le doublage, s'il ne permet pas forcément de s'approprier tous ces codes, permet au moins de les décrypter. Et c'est un prompt renfort, comme disait Corneille. Le dramaturge, pas le chanteur. Non, pardon, je vous demande d'oublier cette blague, parce qu'elle vient de loin. D'aucuns diront qu'être exposé à une langue étrangère aide à l'apprendre, et c'est vrai, c'est indéniable et nous y reviendrons. Mais pour que cela fonctionne, il faut impérativement l'associer à des vrais cours. Demandez son avis à un fanat d'animation japonaise, biberonné à la version originale, ce qu'il sait de la langue japonaise. Il pourra vous expliquer quelques expressions toutes faites, les distinctions entre les différents suffixes, chan, san, sama, sensei, mais sera tout à fait incapable de construire véritablement des phrases. Pour avoir regardé dans mon adolescence de nombreux animés, je ne peux aujourd'hui que sortir quelques formules fréquentes comme Ohayo, Itadakimasu, Gomenasai ou encore Kono bangumi wa goran no sponsor no teikyo de okurimasu. En réalité, si un anti-VF vous parle de profiter de la VO pour apprendre une langue, il veut généralement dire apprendre l'anglais. Et à cela, le vidéaste monté de la chaîne Linguisticae rappelait avec un soupçon de provocation habilement dissimulé sous son flegme légendaire qu'une grande partie de la population française n'a pas d'intérêt particulier à apprendre l'anglais. C'est une langue qui ne leur servira ni dans leur vie personnelle, ni dans leur vie professionnelle, et pour peu qu'on continue de se battre pour traduire et rendre accessibles les œuvres étrangères, celles-ci resteront à disposition d'un public non anglophone. Et j'en entends déjà certains dire « Eh ben, c'est pas avec cette mentalité-là que tu vas t'adapter au marché du travail. » Mais s'adapter au marché du travail, justement, ce serait pas un peu de droite ? Non, ce qui est essentiel dans notre vie personnelle et professionnelle, c'est de parler le français. Et vous surprendrai-je en vous disant que oui, regarder des trucs en VF, ça vous apprend le français. Je citerai cet exemple émouvant que me racontait il y a encore quelques jours Brigitte Lecordier, la voix française de Sangoku dans Dragon Ball. Elle m'expliquait avoir rencontré en convention 2 jeunes hommes, réfugiés d'un pays en guerre, accueillis par la France, un pays dont ils ne connaissaient pas la langue. Eh bien c'est Dragon Ball, c'est la voix de Brigitte et de ses collègues qui, petit à petit, épisode après épisode, les a fait progresser dans leur maîtrise du français. Alors vous allez me dire, oh là là, Mr. Fox, illustration par l'anecdote, voilà une rhétorique bien faible, un storytelling digne d'un mauvais discours de Sarkozy. Non, pardon, digne d'un discours de Sarkozy. Et à cela, je leur répondrai tout d'abord, ta gueule, parce que je déteste qu'on me dise, oh là là, comme ça, là, on s'est même pas présenté. Et puis parce que bon, au fond, ça me semble quand même être un raisonnement sensé de se dire qu'entendre du français bien formulé, bien prononcé, bien écrit, audible et parfaitement intelligible, ça met dans de bonnes dispositions pour le parler ensuite. D'ailleurs, c'est le même raisonnement qu'utilisent les anti-VF, donc ce ne sont pas eux qui me reprocheront cette approche-là. J'ajouterais, parce que je suis un peu taquin, que les dialogues supposément crétins de dessins animés comme Pokémon m'ont quand même appris des mots comme soliloquer ou gesticuler, ce qu'aucun film avec Christian Clavier n'a jamais pris le temps de faire. Poursuivons le raisonnement. Plusieurs anti-VF expliqueront que regarder un film en version originale, c'est profiter de l'œuvre in extenso, l'embrasser pleinement. C'est juste profiter vraiment du film, mais ça, les mecs qui ont la flemme de lire, ils veulent pas l'entendre. Très bien, alors faisons une expérience. Prenons un film de 2 heures comme Matrix. Un film certes un peu bavard par moments, mais qui a aussi ses scènes d'action avares de paroles inutiles. Matrix totalise 1169 sous-titres, et plus précisément 1502 lignes de sous-titres. Le temps moyen en France pour lire une ligne de sous-titres, c'est 2 secondes. Mettons que vous soyez bien en dessous de cette moyenne, que vous vous êtes entraîné à lire et voir le film en même temps, comme le prétendent certains audacieux sur les réseaux, persuadés d'être capables par la seule force de leur volonté de tordre à leur convenance la biologie humaine. Tout est possible quand on veut, encore un truc bien de droite. Je suis sûr que c'est les mêmes qui disent faire du sommeil polyphasique. Mais bon, mettons donc que vous puissiez lire une ligne de sous-titres en 1 seconde. Vous mettrez donc environ 1500 secondes à lire les sous-titres de Matrix. 25 minutes. 25 minutes que vous ne passerez pas à regarder le film. Alors bien sûr, la VF, c'est aussi des pertes à d'autres niveaux, je ne le nie pas. En revanche, dire qu'on profite vraiment du film alors qu'on a passé 20% du temps à le lire au lieu de le regarder, pardonnez-moi, mais je pouffe.
Oui, mais moi je suis bilingue, je parle parfaitement anglais, je n'ai pas besoin des sous-titres, diront certains. Oui, qu'ils s'estiment donc heureux que j'ai choisi en exemple un film anglophone, car le monde de la culture ne se limite pas à l'anglophonie. Enfin, j'aimerais terminer cet apologue du doublage par l'argument massu, que je voulais ne dégainer qu'en dernier recours, comme le dernier clou du cercueil de vos préjugés, l'accessibilité. Car oui, doubler un film, c'est le rendre accessible à des gens qui, autrement, n'auraient pas pu en profiter. Je pense aux malvoyants, aux analphabètes, aux dyslexiques, à tous ceux qui ne peuvent pas ou qui auront des grandes difficultés à lire des sous-titres. Pour eux, le doublage français est un passeport pour les œuvres audiovisuelles étrangères, une manière de se cultiver, de se tirer vers le haut, une porte que nous avons ouverte en de tristes périodes certes, mais que, à l'inverse d'autres pays européens, nous n'avons jamais refermée. Vous l'aurez compris, vous trouverez bien plus facilement des anti-VF du côté des écoles de commerce que des anticapitalistes. Car en réalité, s'il convient à tout un chacun de regarder des œuvres culturelles comme il l'entend, évidemment, l'élitisme anti-VF, le vrai, qui exclut d'emblée une partie de la population qui ne peut pas lire les sous-titres, qui promeut une manière de voir les films en salle accessible uniquement dans les grandes agglomérations, qui prône l'apprentissage de l'anglais comme condition sine qua non à être un citoyen productif, comme bagage intellectuel indispensable, et qui blâment ceux qui ne font pas l'effort de regarder des œuvres dans leur langue d'origine, tient du pur mépris de classe bourgeois. Donc oui, le doublage, c'est de gauche.